J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top. Ramadan a été totalement chamboulé par l'actualité algérienne. L'annonce d'une élection présidentielle anticipée qui sera organisée le 7 septembre 2024 en Algérie a fait basculer donc le quotidien des Algériennes et des Algériens dans une nouvelle dans un nouveau contexte politique, socio-économique aussi, parce que tout contexte, tout événement politique a un impact socio-économique très important. Et la situation est devenue hyper compliquée, voire inquiétante et dangereuse. Parce que nous le voyons bien, nous avons rebasculé, ce qui nous craignons d'ailleurs pour cette année 2024, nous craignons une crise politique similaire à celle de 2019. Nous sommes en train de rebasculer dans une nouvelle crise politique qui n'est pas similaire encore. Pour le moment, à celle de 2019, il n'y a pas encore de contestation populaire, il n'y a pas eu de président qui a été destitué ou déchu, il n'y a pas eu un bras de fer entre au sein du régime algérien, mais il y a des indicateurs, comme on dit, qui témoignent, qui reflètent une très forte tension dans le pays. Et cette élection présidentielle anticipée reflète que le pays ne fonctionne pas comme il le faut. Ne fonctionne pas comme il le faut, parce qu'un pays qui fonctionne normalement, ou paisiblement, sereinement, c'est un pays qui respecte les calendriers constitutionnels. On va jusqu'à la fin du mandat du président, on organise des élections dans des conditions les plus sereines. Il y a une alternance qui est là, si le président perd, s'il perd pas, s'il est réélu, il y a une continuité, mais tout doit se faire dans la sérénité, dans la tranquillité, dans un pays où les institutions sont solides, où il y a une relation de confiance absolue, pas absolue, mais assez élevée ou assez importante entre la population et les dirigeants, la population et les institutions de l'État. Il y a une cohésion au niveau du pouvoir politique. Il y a des dirigeants qui représentent la volonté, qui sont légitimes, qui n'ont pas de déficit de légitimité. Il y a une volonté populaire qui est relativement ou plus ou moins bien représentée, c'est ce nom. Parce qu'il y a des démocraties imparfaites, des démocraties plus complètes, et des démocraties qui sont beaucoup mieux intégrées, d'autres qui sont... Il y a des pays qui ont une culture démocratique mais qui ne sont pas encore des démocraties, ou là quand on est une dictature, on a un système totalitaire, la donne change naturellement. Nous sommes dans une crise. Nous sommes dans une crise parce que la légitimité du pouvoir elle est reposée. La précipitation dans la prise de décision du pouvoir algérien traduit une certaine panique, une peur profonde de ne pas pouvoir rester aux commandes du pays, la crainte d'une explosion sociale et de la contestation populaire, la crainte d'une influence malsaine des menaces extérieures sur les affaires internes du pays, et surtout la crainte absolue d'une déstabilisation socio-économique du pays à cause de cette déstabilisation politique. Et maintenant, il faut expliquer aux Algériens et aux Algériens qu'est-ce qui s'est passé. Le report dans les élections présidentielles n'est pas une idée qui est tombée du ciel. C'était pas le 21 mars, voilà, un beau matin, on a décidé de réunir le président du Conseil de la Nation, le président du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major de l'armée, son directeur de cabinet, le président de l'autorité nationale de l'organisation des élections, pour leur dire, voilà, j'ai décidé, voilà, j'ai eu l'idée, ce soir, en s'endormant, dès que je me suis réveillé, j'ai eu un éclair de génie, je dois organiser une élection présidentielle anticipée. Non. C'est un cheminement. Comment on en est arrivé là? Comment le régime a été poussé à organiser une élection présidentielle anticipée? Comme le mois de février, au départ, le régime voulait annuler les élections présidentielles 2024 et les reporter à l'année prochaine, à 2025. Prétextant des menaces extérieures et des tensions aux frontières du pays et des tensions géopolitiques qui empêcheraient le bon déroulement d'une élection présidentielle en Algérie. Quand ce scénario il est tombé à l'eau, parce que nous l'avons révélé, parce que nous l'avons déploré, parce que nous l'avons dénoncé, parce que nous l'avons mobilisé l'opinion publique, parce que nous avons poussé, contraint les autres personnalités politiques à s'exprimer sur ce sujet, à mettre en garde contre les dangers potentiels de ce scénario, ils ont abandonné cette piste. Mais la première piste, il faut savoir qu'au sein du régime algérien, l'idée d'organiser une élection anticipée était le premier scénario avant, qui a été classé prioritaire ou qui a été privilégié par les officiers du régime algérien, avant le scénario du report des élections présidentielles, de l'annulation des élections présidentielles ou du report des élections présidentielles.
Au départ, ils ont pensé à organiser une élection présidentielle anticipée. Sauf que l'objectif du départ n'a pas pu être concrétisé parce qu'il n'y avait pas de consensus sur la date initiale que Tebboune et son entourage avaient choisi pour organiser une élection présidentielle anticipée. Au départ, Tebboune voulait une élection présidentielle anticipée fin avril, c'est-à-dire le mois prochain, juste après l'Aïd. C'était ça son idée, l'idée, elle a commencé vers le dernier trimestre de l'année 2023. Depuis octobre, à partir d'octobre 2023, Tebboune et son entourage ont élaboré une stratégie, ont élaboré un scénario qui devait permettre au pays d'organiser une élection présidentielle vers avril 2024, parce qu'Abdelmajid Tebboune voulait revenir vers le calendrier d'avril, et il voulait l'organiser le plus rapidement possible pour empêcher les adversaires les plus sérieux de monter des dossiers, pour monter des dossiers solides et de se présenter aux élections présidentielles. Donc, il allait casser la concurrence, il allait empêcher ses adversaires de participer à cette élection, parce que du jour au lendemain, tu leur dis, allez, dans 3 mois, une élection présidentielle anticipée. Les partis politiques de l'opposition ne se sont pas structurés, il faut ramener des signatures, il faut trouver des financements, il faut monter des équipes de campagne, il faut faire du lobbying, il faut trouver des militants, il faut mobiliser la base militante. Donc, ça, c'est un travail qui doit se faire au moins 6 mois. Pour préparer une véritable candidature et pour s'engager dans une élection présidentielle, c'est au moins 6 mois de travail et d'acharnement et d'organisation et de détermination. Donc Tebboune voulait prendre tout le monde de court, disant voilà, on doit revenir au calendrier d'avril, il y a des menaces, il y a des problèmes, on ne peut pas attendre la fin d'année, et il vaut mieux, son objectif initial c'était d'organiser les élections fin avril. Mais comme dans ses pourparlers avec Saïd Chenghriha, le patron de l'armée, il lui a dit, écoute, c'est pas possible. Il lui a pas dit non, Saïd Chenghriha, parce qu'on va parler de Saïd Chenghriha plus tard. On est en train de recouper certaines informations pour parler de la personnalité de Saïd Chenghriha et de son rôle et de sa place et de son positionnement actuel très problématique pour l'avenir du pays, son positionnement actuel dans le calcul, dans les prises de décision d'Abdelmajid Tebboune par rapport aux élections présidentielles de 2024. Saïd Chenghriha m'a dit non, c'est impossible, brutalement. On ne peut pas, monsieur le président. D'abord, il y a le Ramadan qui se termine donc pratiquement 10 ou le 11 avril. Ce sera la deuxième semaine d'avril, ce sera l'Aïd. Juste après avril, après l'Aïd, ça va être compliqué de l'organiser. On ne peut pas faire une campagne électorale pendant Ramadan. Le pays sera totalement paralysé. En plus, lui, il n'était pas prêt. En tant que chef de l'armée, il lui a demandé du temps. Je dois absolument veiller sur l'unité des troupes, garantir la cohésion de l'institution, éviter qu'il y ait des querelles, éviter mater une éventuelle rébellion ou des voix contestataires qui peuvent s'élever pour dire non au deuxième mandat. Et lui, il a dit, on a besoin de temps, on ne peut pas. L'organiser en avril, ce n'est pas possible. Et ça peut créer des problèmes, des polémiques, ça peut créer des tensions au niveau de la communauté internationale qui vont se poser des questions. Et organiser une élection présidentielle de 6 mois avant la fin du calendrier, avant la fin du mandat d'Abdelmajid Tebboune, c'était un pari très risqué. Et d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, je t'arrive comme l'information, il voulait annoncer l'organisation de cette élection présidentielle anticipée en décembre 2023. Rappelez-vous, le 19 décembre 2023, il devait convoquer, il devait tenir un discours devant les 2 chambres du Parlement. Il y a le Conseil de la Nation, le Sénat, l'équivalent du Sénat, et le Parlement. Ça a été reporté au 25 décembre 2023. Pourquoi? Parce que, au cours pendant cette période-là, Abdelmajid Tebboune n'avait pas obtenu le soutien des services de renseignement et de l'armée. Et même des membres de son entourage, lui dit c'est pas possible avril. Avril, ça sera pas possible. Mais lui, il voulait en décembre, le 19 décembre 2023, il voulait créer la surprise en annonçant devant les parlementaires, dans un discours retransmis en direct, et il voulait dire au peuple algérien, préparez-vous, on doit revenir au calendrier d'avril. Lui, il allait prétexter selon les arguments qui étaient préparés, pour ne pas susciter des dysfonctionnements au niveau du pays. Il faut que le nouveau président prépare la loi de finances, 2025. Il faut que le pays retrouve, organiser une élection en décembre vers la fin d'année. Ça peut perturber le fonctionnement de l'État. Ça empêchera certaines lois d'être édictées, certaines lois d'être éditées plutôt, ou la promulgation de certains textes réglementaires. Ouais, il voulait donc organiser en avril
pour revenir à la tradition de l'État algérien depuis le début du mandat de Abdelaziz Bouteflika en 99, des élections au printemps, avec le début d'un nouveau mandat présidentiel juste au début du printemps, et au milieu du printemps, pour avoir le temps nécessaire ensuite d'asseoir sa politique et d'asseoir que le nouveau président, que le président en exercice puisse asseoir son pouvoir rapidement sur l'ensemble des institutions de l'État. Même chez Etlouche, ni l'armée, ni les services de renseignement, ni même plusieurs membres de son entourage, ils ont estimé qu'en avril, c'était impossible, juste après le ramadan, avec une campagne pendant le ramadan, ça allait provoquer le ramadan avec la cherté de la vie, l'inflation, la détresse sociale, économique, ça aurait pu provoquer une équipe, les Algériens n'ont même pas de quoi terminer les fins de mois, la paralysie, à cause de la paralysie, la panne économique et sociale du pays. Toi, tu leur fais une campagne électorale pendant le ramadan, c'était très risqué. Donc les conditions sécuritaires et politiques et les plus stricts n'étaient pas réunis pour ce scénario. C'est pour ça qu'il a reporté son discours du 19 décembre au 25 décembre 2023. Il a changé d'orientation. Il a annulé cette décision-là d'organiser ou d'annoncer le report des élections présidentielles. D'ailleurs, ce jour-là, comme par hasard, le discours n'était pas en direct. Brani darouha en direct pour éviter une erreur. Le pouvoir algérien, son entourage, comme l'armée, comme les services de sécurité, les services de renseignement notamment, avaient peur que Tebboune glisse, se trompe, ou il laisse échapper une pensée, ou une déclaration, ou un propos qui allait être mal interprété, en relançant l'idée des élections présidentielles anticipées pour avril. Déjà, c'est le mois de décembre. Début de l'année, quand on a commencé début de l'année de 2024, c'est là l'idée Tebboune a abandonné le projet d'une élection présidentielle anticipée pour miser sur un autre scénario qui est le report tout court des élections présidentielles. En déclarant l'état de siège, l'état d'urgence, pour une période de 3 mois jusqu'à 6 mois, il voulait organiser des élections présidentielles au milieu de l'année 2025. Vers début de l'année 2025. Ou le ramadan de 2025. Il y avait plusieurs propositions qui circulaient. Quelqu'un qui disait en février 2025, quelqu'un qui disait avant le ramadan, juste après le ramadan, avril, parce que le ramadan avance, début avril 2025. Pour cela, il fallait un prétexte sécuritaire pour décréter l'état d'urgence. Et le prétexte était les tensions aux frontières du pays avec le Mali, avec les opérations militaires de l'armée malienne contre les groupes rebelles Touareg juste à la frontière de l'Algérie, et la tension permanente avec le Maroc, parce que, plus tard, l'Algérie craint en ce moment que le Maroc annexe directement. Il y a une zone, normalement, il y a un no man's land, il y a une zone normalement dans le cadre de l'accord de paix entre le Polisario et le Maroc de 1991. Il y a une zone qui est pacifiée, qui normalement elle n'est ni contrôlée par les milices du Polisario, ni par l'armée marocaine. Cette zone, une sorte de zone de paix internationale, un no man's land comme ça, aucune autorité, aucune organisation, aucune entité n'exerce son autorité. Il y a le Maroc qui a envie d'annexer cette zone. Ce qui renforcerait le pouvoir militaire du Maroc et son contrôle absolu du Sahara occidental, et ce qui aurait pu créer des affrontements encore plus intenses avec le Front Polisario. Et l'Algérie voulait utiliser aussi cet argument. Le régime algérien voulait utiliser cet argument, la zone tampon. Voilà, on appelle ça de zone tampon. La zone tampon. On a tout à l'heure dans une autre émission pour vous expliquer comment ce scénario provoque énormément de spéculation à Alger comme à Rabat. C'est-à-dire la zone tampon, normalement, aucune manœuvre militaire ne devait avoir, aucune manœuvre militaire ne doit avoir lieu. Mais voilà, c'est pas malheureusement sur le terrain, il y a des tensions permanentes entre les forces marocaines et les Front Polisario autour de cette zone tampon. Et l'Algérie, donc le régime algérien devait utiliser cet argument de l'avancée de la percée militaire marocaine dans cette zone tampon comme étant une menace contre la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et l'Algérie allait déclarer l'état d'urgence et l'état de siège pour l'état d'exception pour justifier le report et l'annulation des élections présidentielles prévues en décembre 2024. Mais ce scénario te fraîche. Parce que nous l'avons révélé. Quand nous l'avons révélé, il y a eu les médias internationaux nous ont suivis, que ce soit les médias arabophones ou les médias
ou la francophone, la classe politique, elle a été désemparée, mais tout finalement, l'entourage de Tebboune, même chez Ngriha, que ce soit l'état-major de l'armée ou le quartier général de la présidence, pas les présidentielles de Mouradia, ils ont vu que ce scénario a créé une véritable panique au sein de la population et qu'il risque de créer des problèmes avec les partenaires étrangers du pays, avec les puissances étrangères. Parce que cela, si tu déclares l'état d'exception, ça veut dire que tu es proche de la déclaration de l'état de guerre contre le Maroc. Donc ça va contraindre les États-Unis d'Amérique à se positionner en faveur contre l'Algérie ou en faveur du Maroc. Ça va pousser les monarchies du Golfe à renforcer leur soutien militaire et financier au Maroc. Parce que là, l'Algérie va être perçue comme maintenant le pays qui se prépare à faire la guerre directement contre le Maroc. Déclarer l'état d'urgence et l'état d'exception à cause de ce qui se passe dans le Sahara occidental, cela signifie clairement que nous sommes dans une situation quasiment de déclaration de guerre contre le Maroc. Vu que c'est un scénario très dangereux, qui pourrait faire basculer toute la région du Maghreb dans une phase de tension totalement incontrôlable, et les révélations que nous avons faites, et leur médiatisation, et leur impact sur l'opinion publique nationale et internationale, et là, Abdelmajid Tebboune et son entourage ont été mis sous pression. Leur deuxième scénario est tombé à l'eau. Donc, ils ne peuvent pas reporter les élections. Ils ne peuvent pas utiliser le prétexte. C'est pour ça que le 27 février, ils ont réagi avec beaucoup de violence et de virulence parce qu'on a touché un point. On a mis le doigt, on a mis la main, on a mis le doigt là, sur la véritable, on a remué le couteau dans la plaie. Et on a mis le doigt là où ça fait mal. Allez sur leur combine pour essayer de reporter ou d'éloigner le maximum possible l'échéance électorale. Toujours, leur but, leur obsession, c'est d'organiser les élections dans un contexte de contrôle absolu. Quand tu déclares l'état d'urgence, il n'y a pas de manifestation, rien n'est toléré. Le risque, quand tu parles de risque d'une guerre avec le voisin marocain, tu fais peur à la population. Donc les opposants, ils peuvent pas relancer le Hirak, les gens ne peuvent pas faire de grève, on peut pas organiser des activités d'opposition politique quand son pays se dit qu'il risque potentiellement d'entrer en guerre contre le Maroc. Même Jetelhamch. Le chef oublié, c'était très dangereux, surtout que l'ambassade des États-Unis, les États-Unis d'Amérique ont changé d'ambassadeur, ils vont ramener un ambassadeur qui est beaucoup plus dur que l'actuelle ambassadrice et qui a lui-même travaillé spécialement et qui est un grand connaisseur du dossier algéro-marocain. Chef oublié, la Russie ne s'intéresse plus à l'Algérie, parce que le régime algérien fait des calculs, il dit que si je déclare l'état d'urgence, quand la guerre commence réellement, et s'il y a des escarmouches avec l'armée marocaine, à ce moment-là, les Israéliens vont soutenir le Maroc, et ça va s'embraser, les Émiratis vont soutenir le Maroc. Avec le Mali, on a de gros problèmes, où les Maliens, ils risquent il y a un embrasement général. C'était des tensions militaires concrètes, visibles, perceptibles entre l'Algérie et le Maroc, pourraient embraser toute la région du Maghreb et du Sahel. Avec les mauvaises relations que nous avons avec le Mali, et le soutien militaire russe aux Maliens, et le soutien et l'éloignement, la prise de distance entre Moscou et Alger, le régime algérien, il a peur d'un scénario où il est totalement isolé, entouré d'ennemis, donc il ne pourra pas supporter l'effort d'une guerre. Surtout que ce scénario ne fait pas consensus. La population algérienne, vous savez, les décideurs algériens, ils ont des rapports. On appelle des bulletins de renseignement quotidiens, ils ont des notes de conjoncture, ils ont des synthèses. Ils essayent de comprendre ce que ressent la population algérienne chaque jour. Et le scénario d'une guerre contre le Maroc ne fait pas l'unanimité. Aucun Algérien n'a envie de faire la guerre. Comme aucun Marocain n'a envie de faire la guerre. Les Algériens, ils ont envie de se nourrir correctement, ils ont envie de se loger correctement, de se soigner correctement. Ils ont déjà vécu la guerre civile des années 90, ils veulent la paix, ils veulent la prospérité. Ils cherchent la prospérité, ils cherchent pas la guerre. Donc, le scénario d'une guerre pourrait fragiliser plus dangereusement le régime algérien. Ou que j'avoue les révélations, on les ont mis dans nos révélations les ont encore fragilisées davantage parce que ça a jeté le discrédit sur leur scénario et ça a fait fuiter leur manœuvre dangereuse. Donc ils ont abandonné cette idée. Au cours du mois de mars, ils ont travaillé en urgence ils sont revenus vers le scénario initial qui est le retour vers des élections présidentielles anticipées. Comme c'était pas possible de les faire en avril, la Tebboune a opté avec ses conseillers, ils ont fait un scénario d'urgence, c'était septembre.
7 septembre, en profitant de la saison estivale, juste au début, avant la rentrée sociale, avant la rentrée scolaire, avant la rentrée universitaire, une campagne électorale en plein été. S'il y a nécessité, ils vont voir, Abdelmajid Tebboune ne va pas déclarer son intention de briguer un deuxième mandat jusqu'au mois de mai, peut-être même jusqu'au milieu du mois de mai. Il va tarder, il va prendre beaucoup de son temps pour plonger, pour faire douter ses opposants, pour empêcher que toute personnalité crédible, solide de présenter son dossier de candidature, parce que tous les autres opposants, même parmi les personnalités qui sont les anciens classiques du système, là les anciens, genre la Mamara, Benflis, Mouloud Hamarouche, personne ne va se représenter, ou personne ne va entrer en guerre contre le Tebboune, ou la défier Tebboune, si Tebboune va se représenter pour un deuxième mandat, parce que ces personnalités-là ne sont pas idiotes. Si Tebboune brigue un deuxième mandat, c'est qu'il a la caution et le soutien de l'administration et de l'armée et des services de sécurité, et donc les élections présidentielles, leurs résultats seront déjà, le résultat sera déjà connu d'avance. C'est-à-dire que aucune personnalité issue du système, vu qu'elles connaissent très très bien le système, elles ont bien conscience que si Tebboune est candidat à sa propre réélection, il y a très très peu de chances que le système invalide, ou que le système valide plutôt des résultats qui seraient défavorables à Tebboune, et que le deuxième mandat passera comme une lettre à la poste. En plus, en plein été, en pleine une campagne électorale en plein mois d'août, 7 septembre, c'est très proche. Pas assez de temps comme pour avril 2024, septembre 2024, avec l'annonce qui a été faite le 21 mars, les personnalités politiques algériennes, les plus crédibles, les plus solides, ne pourraient pas avoir suffisamment de temps ni de marge de manœuvre pour peaufiner, achever les préparatifs de leur dossier de candidature. Donc, c'est comme ça que l'idée, je te fais un mot, l'élection présidentielle anticipée à 7 septembre, a germé dans les esprits de l'entourage de Tebboune, en concertation et avec la complicité de Saïd Chengueria. Saïd Chengueria a été associé dans cette prise de décision en permanence. Chengueria a dit non pour avril, il a accepté le 7 septembre parce que lui-même veut un deuxième mandat de Tebboune. Chengueria est l'un des partisans les plus actifs, les plus fervents d'un deuxième mandat, parce qu'il sait très bien que ça l'arrange. Si Tebboune se maintient au pouvoir, il pense que lui va se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il a raison? On en reparlera plus tard dans cette émission spéciale que nous allons consacrer à Saïd Chengueria. Moi, je pense qu'il a tort. Je pense qu'on est d'obé facilement. Mais Saïd Chengueria, il a établi toute sa stratégie sur la base du deuxième mandat. Et même au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet du pouvoir algérien plutôt, parce que je parle plus de pouvoir que d'État, parce qu'on a l'État, c'est des institutions, le pouvoir, c'est un groupe de personnes et de lobbies. Au plus haut sommet du pouvoir algérien, il n'y a pas de volonté de changer Abdelmajid Tebboune. On estime que le contexte international actuel, le contexte géopolitique, les tensions qui sont à nos frontières, les crises extérieures, l'insécurité mondiale qui a commencé, qui s'aggrave depuis la guerre en Ukraine et depuis le début de la guerre à Gaza, n'est pas un contexte favorable pour une transition. Même si cette transition pourrait être pacifique en Algérie, il vaut mieux garder ne pas toucher au haut commandement actuel jusqu'à ce que on puisse trouver un contexte plus apaisant pour une transition politique, pour une nouvelle alternance, pour une véritable alternance au niveau du pouvoir présidentiel. Donc il n'y a pas de conviction profonde. Ceci dit, il n'y a pas de consensus aussi sur la modalité du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Saïd Chengueria le veut à tout prix, mais dans son entourage, ça ne veut pas dire qu'il doit être exécuté et réalisé à n'importe quel prix, ou là, sans qu'il y ait quelques changements. Et malheureusement, malheureusement, en ce moment, l'armée n'est pas très politisée. On reviendra là-dessus, comment l'armée a été hyper fragilisée, affaiblie politiquement. Mais au sein des services de renseignement, comme au sein de l'armée, il y a aussi des voix, il y a aussi des courants qui sont totalement opposés au deuxième mandat de Tebboune, mais c'est des courants qui n'ont pas de solution à proposer non plus. Ils n'ont pas envie de l'éjecter. Ils disent que si Tebboune ne fait pas de deuxième mandat, ça veut dire que c'est l'armée qui l'a éjecté, ça va discréditer, ça va affaiblir le régime, et ça pourrait peut-être, au moins toujours ils ont peur d'une explosion de la colère populaire. Et ils ont envie de faire une transition, mais entre eux. Ils n'ont pas envie qu'une transition soit dictée, comme en 2019, par un mouvement de contestation populaire d'une grande ampleur comme celui du Hirak. Voilà leur obsession aussi. C'est que les choses doivent être, c'est que les changements doivent être dictés
par une feuille de route tracée par les courants, par les composants du régime. Il ne faut pas qu'il y ait une pression externe qui doit leur dicter la nécessité ou l'obligation de procéder à des changements. Moi, ils veulent se montrer toujours les plus forts, les plus souverains, les plus inflexibles. C'est à nous de choisir la direction vers laquelle doit se diriger le pays. Ni les pressions externes, ni les pressions. Ils sont prêts naturellement, ils sont davantage prêts à composer avec la pression externe, celle qui sera exercée éventuellement par les puissances étrangères ou par des partenaires étrangers du pays, mais ils refuseront toujours de composer avec la pression interne. Parce que pour eux, tout mouvement de contestation populaire sera associé au mouvement islamiste, au mouvement islamiste radical qui voudra déboulonner le régime dans son intégralité et instaurer un nouveau régime basé des idées fanatiques de l'islamisme le plus archaïque. C'est comme ça, Ejma'a, que c'est dans ce contexte-là, c'est exactement comme ça, que le projet d'une élection présidentielle anticipée et prévue le 7 septembre a pu voir lieu, a pu voir le jour au plus haut sommet du pouvoir algérien.